les envoyés de Bourgogne furent choisis. C'étaient les évêques de Langres et de Nevers, messire Rollin, chancelier, le maréchal de Toulongeon, les sires de la Trémouille et maîtres de Chancé. Leurs instructions étaient d'écouter ce que proposerait le légat pour arriver à une paix générale, de se réunir aux ambassadeurs du roi Henri toutes les fois qu'il soutiendrait ses droits à la couronne de France par le traité de Troyes et la volonté de Charles VI, mais de se séparer d'eux s'ils alléguaient des droits antérieurs, d'accepter des réparations pour le meurtre du duc Jean si elles semblaient suffisantes, et si on voulait parler de la mort du duc d'Orléans, de répondre qu'elle avait été couverte par des traités. Peu après ces instructions, le duc retourna en Flandre. Sa femme venait d'accoucher d'un second fils qui n'avait point vécu. D'ailleurs, une sédition très grave venait d'éclater à Gand et demandait sa présence. Il avait fait quelque temps auparavant une ordonnance sur les monnaies pour en abaisser la valeur. C'est ce que les communes de Flandre, et Gand surtout, ne purent endurer. Des gens sages s'entremirent. On leur promit que le duc leur ferait merci. Il arriva et approuva les promesses qu'on avait faites en son nom. Il avait assez d'autres affaires pour craindre de réveiller les terribles révoltes des Gantois. Pendant qu'il revenait ainsi avisé au gouvernement de ces pays de Flandre, les négociations pour la paix semblaient chaque jour annoncer une plus mauvaise issue. Les Bourguignons étaient entrés en méfiance du légat. Ils s'étaient aperçus que les ambassadeurs français n'avaient au fond aucune volonté de traiter avec les Anglais, ne cherchaient qu'à conclure une paix particulière avec la Bourgogne. Mais ce qui devait le plus s'opposer à la paix, c'est que les trêves n'étaient nullement observées. Il s'était formé tant de compagnies de gens de guerre qui n'obéissaient à personne, qui ne vivaient que de rapine et qui avaient leur refuge dans des forteresses qu'on ne pouvait en aucune façon rendre leur repos au pays. D'ailleurs, les Anglais n'étaient pas compris dans les trêves, et la guerre continuait plus cruellement que jamais, de sorte que les compagnies bourguignonnes prenaient la Croix-Rouge et, pour continuer leur pillage, disaient qu'elles étaient anglaises, tandis que les compagnies françaises prétendaient de leur côté qu'elles faisaient la guerre aux Anglais seulement. Bref, il n'y avait dans les trois parties ni raison, ni justice, ni foi dans les promesses. Le pauvre peuple et les gens d'église n'avaient aucune justice ou protection à espérer de leur prince ou seigneur. Tout leur recours était seulement de crier misérablement vengeance à Dieu. Enfin, le désordre était si grand que le légat et les ambassadeurs eux-mêmes ne pouvaient se rendre et arriver en sûreté à Auxerre, parce que de toutes parts, les compagnies se portaient de ce côté, occupaient les routes, arrêtaient les vivres et menaçaient même la ville. Les ambassadeurs français demandaient aussi qu'avant toute proposition, le duc d'Orléans et les princes et seigneurs prisonniers depuis Azincourt fussent admis à passer la mer et à venir débattre leurs intérêts dans les pourparlers de la paix. Les Bourguignons appuyaient cette demande. Les envoyés anglais la trouvaient aussi raisonnable, mais ils n'avaient point pouvoir d'y consentir. Dans le même temps advint une autre circonstance qui pouvait bien plus encore favoriser cette paix. Anne de Bourgogne, duchesse de Bedford, mourut à Paris. Elle était fort aimée des Français et des Parisiens. Ils trouvaient que c'était la plus aimable dame du royaume et qu'elle était bonne et belle. Elle n'avait que 28 ans et ne laissa point d'enfants. Ainsi, toute alliance de famille cessait entre le duc Philippe et le régent anglais. Bientôt se firent sentir les effets de cette mort. Le duc de Bedford regretta beaucoup sa femme, montra une douleur publique, fit célébrer de solennels obsèques, mais il lui importait de contracter quelque alliance utile à son pouvoir en France. En effet, les discordes qui régnaient en Angleterre ne permettaient point qu'il en espérât des secours suffisants. Messire Louis de Luxembourg, évêque de Thérouanne, chancelier de France pour les Anglais, avait une nièce belle et sage, fille de son frère, le comte de Saint-Paul. Son crédit sur le duc de Bedford était grand. D'ailleurs, la maison de Luxembourg était riche, puissante, illustre. L'affaire fut conduite avec habileté et discrétion. Le régent s'en alla à Thérouanne, où son mariage avec Madame Jacqueline de Saint-Paul fut pompeusement célébré. Le duc de Bourgogne n'avait pas été consulté. C'était à son insu que son beau-frère contractait un nouveau mariage. C'était sans son agrément et sans le consulter qu'un de ses vassaux et de ses parents mariait sa fille. L'évêque de Thérouanne, qui avait conclu cette alliance, lui devait tout son pouvoir et toute sa grandeur, et le trahissait ainsi.
Il se trouva indignement offensé, et l'on commença à parler des Anglais et du duc de Bedford en assez mauvais termes à la cour de Bourgogne. Il ne manquait pas de gens pour rapporter ce qu'avait dit ou même n'avait point dit le duc Philippe. Le régent s'irrita à son tour et ses discours le témoignèrent. La chose allait ainsi s'envenimant. Les conseils des deux princes voyaient cependant que cette discorde allait avoir les plus funestes suites. Le succès de la cause des Anglais surtout semblait tenir uniquement à leur concorde avec les Bourguignons. Toutefois, le duc avait de grandes affaires à terminer dans ces pays de Flandre. Son principal souci lui venait encore de Madame Jacqueline de Hainaut, qui courait toujours quelque nouvelle aventure. Elle avait pourtant, depuis le dernier traité, passé 4 années en repos et en silence, mais elle se plaignait sans cesse de ne point avoir assez d'argent. Son cousin de Bourgogne ne lui en donnait guère, et elle en dépensait beaucoup. Un gentilhomme de ses domestiques, la voyant dans cette douleur, lui conseilla de s'adresser au sire François de Borcel. C'était justement ce seigneur que le duc de Bourgogne avait nommé son lieutenant en Zélande lorsqu'il s'était emparé du domaine de Madame Jacqueline. Elle ne pouvait croire d'abord qu'un serviteur du duc, qui ne lui devait nulle reconnaissance et qui avait toujours suivi un parti opposé au sien, fût empressé à lui rendre service. Ce fut cependant ce qui arriva. Le sire de Borcel lui prêta tout l'argent qu'elle voulait et lui dit qu'elle pouvait disposer de ses biens et de sa personne. Madame Jacqueline, touchée de ce bon procédé et trouvant d'ailleurs le sire de Borcel fort à son goût, ne tarda point à prendre pour lui un grand amour, et, comme elle écoutait bien plus ses penchants que sa raison, elle l'épousa secrètement. Mais bientôt le duc en fut informé par quelqu'un des domestiques qui avait assisté au mariage. D'ailleurs, Madame Jacqueline n'était pas d'un caractère à se cacher ni à se contraindre beaucoup. Le duc, à son retour de Bourgogne, se rendit avec 600 hommes d'armes à La Haye, fit prendre le sire de Borcel et l'envoya prisonnier au château du Rupelmonde. La colère qu'il montrait était grande. Il ne parlait pas moins que de faire couper la tête au vassal insolent qui avait osé, sans sa permission, épouser une princesse de son sang, engagée par un traité à ne jamais se marier sans son consentement et dont il était héritier reconnu. Madame Jacqueline voulut sauver son mari et traita de nouveau avec le duc. Cette fois, elle abandonna non seulement le gouvernement et la jouissance de ses états, mais la possession actuelle tant pour elle que pour les héritiers directs qu'elle pouvait avoir. Le duc de Bourgogne lui laissa pour domaine plusieurs riches et grandes seigneuries qu'elle devait tenir en vassalité, avec de grands privilèges, mais en renonçant à tout droit de souveraineté. C'était le dernier trouble que Madame Jacqueline devait causer au duc de Bourgogne. Elle sembla satisfaite de son état et demeura fort tranquille. Les ambassadeurs de France, de Bourgogne et d'Angleterre avaient repris leur conférence, entre Melun et Corbeil, dans un petit village nommé Saint-Port, que la guerre avait ruiné et rendu désert. Le duc de Bedford était même venu, mais quel que fût le désir de rétablir la paix dans le malheureux royaume de France, il ne put arriver à nulle conclusion. La difficulté principale entre les envoyés d'Angleterre et de France était relative au prince de France prisonnier depuis Azincourt. Les deux parties consentaient et demandaient même qu'ils fussent appelés au traité, mais les Français voulaient qu'ils fussent libres, et dans une ville du royaume, soit dans le voisinage de Rouen, soit ailleurs. Les Anglais exigeaient au contraire que ce fût à Calais. Il n'était pas étonnant que les ambassadeurs de France ne voulussent pas céder sur ce point. Le duc d'Orléans, prisonnier depuis 17 ans, n'avait qu'un désir, qu'une pensée, sa liberté et son retour en France. La paix se serait ainsi négociée avec tous les princes et les grands seigneurs de France. Malgré ce désordre et le mauvais gouvernement du royaume, les affaires des Anglais n'avaient pas mieux prospéré durant les premiers mois de cette année 1433. Ils avaient tellement accablé la Normandie de tailles et de toutes sortes d'impôts que le peuple les avait pris dans une haine toujours croissante. Pendant ce même temps, La Hire et Xaintrailles se tenaient vers les marches de la Picardie ou de Champagne et faisaient aussi une guerre qui ne profitait guère au pays et aux habitants. La Bourgogne recommençait aussi à être envahie et ravagée par les compagnies françaises.
Le duc Philippe, en quittant la Flandre pour venir au secours de ses États, envoya de nouveaux ambassadeurs au roi d'Angleterre pour lui remontrer quelle était la désolation générale du royaume de France et combien il importait ou de conclure une paix générale ou d'assembler une armée formidable afin de défendre les provinces contre tant de ravages. C'était avec une armée qu'arrivait le duc. Il avait avec lui ses principaux chevaliers, une redoutable artillerie et de grands préparatifs. La duchesse était de ce voyage. Elle était grosse et cheminée en litière, accompagnée de ses serviteurs et de plus de 40 dames. Le duc alla aussitôt mettre le siège devant Mussy l'évêque. Toute la noblesse bourguignonne vint le joindre. La garnison, se voyant si fortement assiégée, ne tarda point à se rendre. À peine était-il de retour à Dijon que la duchesse accoucha d'un fils le 10 novembre 1433. Il eut pour parrain Charles de Bourgogne, comte de Nevers, et le sire Jean de Croÿ. Sa marraine fut Madame Agnès de Bourgogne, comtesse de Clermont. Il fut nommé Charles, du nom de son parrain. Dès sa naissance, il eut le titre et l'apanage de comte de Charolais. Son père lui donna aussi l'ordre de la Toison d'Or. La duchesse, sa mère, voulut contre l'usage le nourrir de son propre lait. Elle avait perdu ses 2 premiers enfants lorsqu'il suçait le lait d'une nourrice étrangère. Elle pensa que cette fois elle serait plus heureuse si elle remplissait tout son devoir de mère. D'ailleurs, on disait que son père, le roi de Portugal, lui avait prédit quand ils s'étaient séparés qu'elle conserverait seulement l'enfant qu'elle nourrirait. À cette occasion, le duc tint un chapitre solennel de l'ordre. Il y nomma 7 nouveaux chevaliers, des premiers de sa cour et de ses principaux capitaines. Le concile de Constance, en se séparant, avait réglé qu'un autre concile général s'assemblerait. Il y avait eu en effet un concile à Sienne, mais les troubles et les factions l'empêchèrent de produire aucun fruit. Il se sépara en indiquant la prochaine réunion à Bâle. Cependant, l'Église avait de graves affaires à régler. Les hérésies de Bohême n'étaient point éteintes et répandaient le trouble en Allemagne. L'Église grecque, qui voyait les Turcs envahir les restes de l'Empire d'Orient et menacer Constantinople chaque jour davantage, cherchait à se réunir à l'Église romaine afin de s'assurer l'appui de l'Occident. Enfin, les guerres des princes chrétiens et l'horrible état où était réduit le royaume de France appelaient toute la pitié et tous les soins de l'Église. Les pères du concile de Bâle renouvelaient sans cesse les exhortations les plus touchantes pour appeler les princes à la paix. Le pape joignait ses instances à celles du concile. Récemment encore, il avait vivement pressé le duc de terminer les maux de la guerre. Mais le duc, tout en se laissant toucher par tant de puissants motifs, ne précipita rien et se montra comme de coutume sage et habile dans sa conduite. Il donna, ainsi qu'avait fait le roi d'Angleterre, plein pouvoir aux ambassadeurs qu'il avait au concile de conclure la paix générale. Enfin, il était réglé qu'on s'assemblerait à Arras pour traiter de la paix. Jamais on n'avait rien vu d'aussi grand que l'assemblée qui se formait en cette ville. Les cardinaux y étaient arrivés les premiers avant que le duc de Bourgogne y fût venu. Successivement arrivèrent les ambassadeurs de l'empereur, des rois de Castille, d'Aragon, de Portugal, de Navarre, de Naples, de Sicile, de Chypre, de Pologne, de Danemark, des ducs de Bretagne et de Milan. L'université de Paris avait envoyé ses députés. Beaucoup de bonnes villes de France, de Flandre, de Hainaut et même de Hollande y avaient aussi les leurs. Une foule d'évêques y était en personne. Une multitude de docteurs en théologie et en droit s'y étaient rendus de tous les côtés. L'ambassade d'Angleterre était composée d'environ 200 seigneurs ou chevaliers. Le duc de Bourgogne fit son entrée, arrivant de Lens en Artois. Tous les seigneurs qui se trouvaient dans la ville vinrent au-devant de lui jusqu'à une lieue. Il fit à tous un accueil plein de courtoisie. Son appareil était splendide. Les principaux chevaliers et gentilshommes de ses états l'accompagnaient ainsi que les princes et seigneurs, ses vassaux. Il était escorté de 300 archers vêtus à sa livrée. Tout le peuple criait Noël et montrait une joie merveilleuse. Il alla d'abord rendre visite au légat du pape, puis au cardinal de Chypre, ambassadeur du concile, et se retira en son logis. 2 jours après vinrent les ambassadeurs du roi Charles de France. Ils arrivaient par Reims. Dès leur entrée dans les états du duc, on avait commencé à leur faire la plus honorable réception. Le duc, sachant leur arrivée, sortit de la ville avec les gens de sa maison et tous les princes et seigneurs qui se trouvaient pour l'heure à Arras. Les Anglais seuls refusèrent de l'accompagner, s'étonnant qu'il rendît de si grands honneurs aux ambassadeurs de leur commun adversaire. Chacun s'empressait de faire accueil au seigneur de France. Tous les visages étaient animés et joyeux. Le peuple poussait des acclamations de joie, les rues étaient pleines, les fenêtres et jusqu'au toit des maisons remplies de spectateurs.
3 jours après, ce fut encore nouvelle pompe pour l'entrée de la duchesse de Bourgogne. Elle arriva dans une litière parée magnifiquement. 6 de ces dames l'entouraient, montées sur leur acné. Puis venaient 3 chariots de parade où étaient les autres dames de la duchesse, vêtues toutes de même, avec des robes et des chaperons couverts de broderies d'or et de pierreries. Un peu ensuite, on amena aussi le comte de Charolais, et tout enfant qu'il était, sa réception fut pompeuse aussi. Une si grande et belle assemblée, où l'on comptait environ 500 chevaliers et 9 ou 10 000 personnes en tout, était certes l'occasion de quelques nobles joutes. Les conférences avaient commencé à l'abbaye de Saint-Va. Maître Laurent Pinon, évêque d'Auxerre, confesseur du duc, les ouvrit par un beau sermon. C'étaient les paroles d'Abraham à Lot. « Je te prie qu'il n'y ait point de querelle entre toi et moi, non plus qu'entre tes pasteurs et mes pasteurs, car nous sommes frères. » Les cardinaux parlèrent ensuite et rappelèrent toutes les calamités de la guerre en conjurant les princes, au nom de l'Église et de Dieu, de conclure une bonne et solide paix. Ils les exhortèrent donc à faire des propositions si courtoises et si raisonnables qu'ils se pussent accorder les uns les autres. Les premières propositions que se firent mutuellement les Anglais et les Français ne semblèrent pas même à considérer. Alors les Anglais firent connaître au duc de Bourgogne qu'ils préféraient traiter pour de longues trêves. Les ambassadeurs du roi Charles refusèrent absolument de traiter sur cette base. Ils voulaient une paix finale. Leurs conditions furent que le roi et la nation d'Angleterre renonceraient absolument au titre et aux droits prétendus de la couronne de France, que le duché d'Aquitaine leur serait cédé à titre de fief et qu'ils rendraient tout ce qu'ils occupaient en France. Sur ce, les Anglais dirent qu'ils n'avaient qu'à se retirer. Tant on était loin de s'entendre, tant il y avait de haine entre les deux nations. Les Français déclarèrent encore une fois qu'ils ne pouvaient traiter sans la renonciation du roi d'Angleterre à la couronne de France. Alors tout pourparler demeura suspendu. Le duc de Bourgogne n'était point intervenu dans tout ce qui s'était négocié jusqu'alors. Cependant, il avait paru de plus en plus rapproché des Français et enclin à faire la paix avec eux. Il était français de sang, de cœur, de volonté. Il appartenait à la noble maison de France. C'était d'elle que sortait l'origine de toute sa grandeur. Il voyait le royaume détruit et le pauvre peuple réduit au désespoir. Les Anglais l'avaient souvent offensé. Il les avait maintes fois trouvés orgueilleux, obstinés, insolents. Il avait peu à gagner dans leur alliance, et depuis plusieurs années, il ne le secourait jamais dans ses embarras et ses détresses. Sans doute le roi Charles avait favorisé le meurtre du duc Jean, son père, mais l'occasion était propice pour en tirer une éclatante satisfaction. Enfin, il se laissait chaque jour persuader de plus en plus par tous les chevaliers bourguignons ou picards, ceux-ci se retrouvant avec les chevaliers de France, parlant la même langue, ayant parfois guerroyé ensemble pour la même cause, rencontrant parmi eux des parents ou des alliés, étaient sans cesse en bonne communication, en joyeux propos, en festins et en fêtes, qu'ils se donnaient mutuellement au grand dépit des Anglais. Le seul remède était maintenant de faire une paix séparée. Le duc avait fait tous ses efforts pour amener les ambassadeurs d'Angleterre à une paix générale, qu'il s'était retiré malgré le roi et que maintenant nul ne devait douter que le duc de Bourgogne ne pût conclure la paix avec les princes et seigneurs de France, qu'il la lui demandait avec tant d'affection. Qu'en agissant ainsi, il se montrerait saint et pieux et se conformerait aux préceptes de Jésus-Christ, aux règles de l'Évangile. Il y était même tenu pour son salut éternel et pour recueillir l'héritage des mérites du Christ. Telle était son obligation, et non point de rester fidèle aux calamités du royaume, à la dévastation des cités, aux massacres et aux incendies. Les docteurs du parti français donnèrent ensuite leur consultation. Suivant leur opinion, le premier devoir de Monseigneur le duc de Bourgogne était envers le royaume de France, dont le souverain était empereur, c'est-à-dire ne reconnaissait d'autre suzerain que Dieu lui-même. Le duc ne pouvait sans déshonneur laisser périr un si noble royaume, lui qui était de la race royale, possesseur des plus hautes seigneuries, doyen des pairs. Il devait se ressouvenir que son père, le duc Jean, n'avait jamais voulu, dans ses plus grands embarras, contracter alliance avec les anciens ennemis du royaume, et s'était souvenu toujours des paroles que Philippe le Hardi, premier duc de Bourgogne, avait dites en mourant à ses enfants, leur recommandant de ne se jamais séparer du royaume. Ils parlèrent ensuite du traité de Troyes, traité de guerre, dirent-ils, et non de paix, juré dans les premiers moments de la juste douleur de Monseigneur. Mais depuis n'avait-il pas montré des sentiments plus doux? En effet, pouvait-il honorablement souffrir les maux que les Anglais faisaient au royaume? Si l'on voulait dire que la paix ne serait point pour cela faite avec eux et qu'ils continueraient de même leurs ravages, les docteurs répondaient que la puissance de Monseigneur était pour eux un grand appui et qu'ils montreraient du moins par là que l'affection qu'il témoignait au prince de France, ses parents, était véritable, que son désir d'arrêter l'effusion du sang chrétien était loyal et sincère.
Monseigneur se sauverait ainsi de son propre danger, car le royaume, une fois détruit, les Anglais voudraient assurément le détruire aussi, et ne laisseraient pas une si grande puissance à un prince de la maison de France. 3 jours se passèrent encore, et le duc ne se décidait pas. Alors, pour éviter le reproche de ne pas avoir fidèlement exécuté leur commission, chacun des légats lui fit signifier authentiquement de nouvelles remontrances sur la nécessité de la paix, en les appuyant des plus forts motifs, des plus touchantes exhortations. Le duc venait de recevoir aussi une nouvelle qui pouvait plus que tout autre motif le décider à la paix. Le duc de Bedford, régent de France pour les Anglais, qui avait été son beau-frère, venait de mourir. Pour lors, les ambassadeurs de France produisirent les offres du roi telles qu'elles avaient été réglées à Arras, car maintenant, il ne s'agissait plus que de solenniser et de signer le traité. Ces offres du roi de France furent suivies du consentement du duc de Bourgogne. Aussitôt après les sceaux apposés au bas du traité, on se rendit à la messe dans l'église de Saint-Va. Elle fut célébrée avec une pompe digne d'une telle occasion. Le duc, la duchesse et les princes de Bourgogne tenaient la droite. La paix fut ensuite publiée dans les rues. On peut s'imaginer la joie qui éclata parmi cette foule de gens de tout pays et de tous états dont la ville était remplie. C'étaient des cris d'allégresse qui ne finissaient point. La foule, comme enivrée de contentement, ne pouvait apaiser ses transports. On entendait crier Noël de toutes parts. Un jour ne suffit pas à épuiser une si grande joie. On ne se lassait point de fêtes, de repas, de danses. Les deux partis avaient oublié toute haine et ne songeaient qu'à se réjouir en commun. Les gens d'église, les nobles, les bourgeois, la populace, tous se félicitaient d'un si grand bonheur attendu si longtemps. Cette paix semblait dure pour le roi de France, cependant, il ne s'en montra pas le moins satisfait. D'ailleurs, il avait appris par 15 ans de guerre que jamais il ne pourrait être plus fort que les Bourguignons et les Anglais réunis, et peut-être lui serait-il devenu impossible de résister à leurs doubles efforts. Mais en Angleterre, la paix fut accueillie d'autre sorte. Le duc Philippe, toujours courtois dans ses procédés, envoya son roi d'armes, Toison d'Or, et un autre héros nommé Franche-Comté, porter au roi d'Angleterre des lettres pour lui annoncer comment, à l'exhortation des légats, il avait conclu la paix. Le trésorier d'Angleterre à qui les lettres avaient été remises vint les porter au roi siégeant en son conseil où assistaient le cardinal de Winchester, le duc de Gloucester et les principaux du royaume. Lorsque ce jeune roi, pour lors âgé d'environ 14 ans, vit la suscription de ces lettres, il remarqua tout aussitôt que son oncle de Bourgogne ne l'appelait plus roi de France, comme il était accoutumé par le passé, et il en eut un tel chagrin que les larmes lui en vinrent aux yeux. Chacun dans ce conseil était confus et troublé. On ne prenait aucune conclusion, rien même n'était proposé. On s'assemblait par groupes dans la salle du conseil et tous à l'envi chargeaient le duc de Bourgogne de blâmes et d'injures. Bientôt la nouvelle s'en répandit dans la ville de Londres, et il n'y eut fils de bonne mère qui ne s'emporta en outrage contre le duc Philippe. Des gens du commun peuple s'assemblèrent et pillèrent les maisons des Hollandais, des Flamands, des Brabançons, des Picards qui étaient établis dans la cité pour leur commerce. Pendant que le Conseil d'Angleterre était à examiner ce qu'il était à propos de résoudre et ce qu'il fallait répondre au duc de Bourgogne, on eut connaissance de tout le détail du traité. La fureur devient bien plus grande quand on vit qu'il s'était fait céder les villes de la Somme qui, étant du royaume de France, avaient pour la plupart reconnu le roi Henri et lui avaient prêté serment. Pour lors, on arrêta de ne faire aucune réponse aux lettres du duc.